d'une session qui a commencé hier dans l'après-midi sur la génétique, l'analyse de la diversité de l'ardennerie marocaine dans le cadre de l'axe 2, agroforesterie, intensification et biotechnologie. Nous avons pour l'instant deux présentatrices qui sont présentes. Nous attendrons par la suite si Zahidi on lui donnera la parole après. Et Sekoudad apparemment n'est pas là. Donc, comme ce qui a été fait dans les autres sessions, on va donner la parole aux présentatrices pendant 15 minutes et par la suite, on passera à une discussion. Et là, je vois mademoiselle, madame Mouhida Jamila. Donc, on va lui passer la parole pour nous parler de encore les marqueurs, l'apport des marqueurs ISSR et SSR, l'apport des marqueurs moléculaires ISSR et SSR dans l'analyse de la diversité génétique de l'ardennerie nationale, et avec une note concernant l'élaboration d'une corps collection. Donc, je vous passe la parole pour 15 minutes. Merci, Monsieur le Président. Honorable assistant, bonjour. Permettez-moi de vous présenter l'essentiel de notre travail de recherche intitulé « Apport des marqueurs moléculaires pour la conservation de la diversité des ressources génétiques de l'arganile, élaboration d'un corps collection ». Ce travail a été travaillé dans le laboratoire de biotechnologie et valorisation des ressources naturelles à la faculté des sciences d'Agadir sous la direction de M. Abdelhamid Moussida. Donc pour développer notre étude, on va suivre le plan classique suivant. Comme vous le savez tous, l'arganile est un arbre endémique qui se localise essentiellement dans le sud-ouest du Maroc, à vocation olio-agro-sylvo-pastorale et qui occupe une superficie de 800 000 hectares environ, largement adaptée au climat aride. Il joue un rôle très important au niveau environnemental contre la désertification et un rôle socio-économique. Cependant, sa survie est menacée par une régression et une déforestation accentuée, une perte éventuelle de la diversité génétique sur l'action anthropozoïque incontrôlée et à la sévérité des conditions climatiques, notamment la sécheresse et la désertification. L'intérêt récent pour sa réhabilitation et sa conservation a augmenté suite à la déclaration de l'UNESCO en 1998 que la zone de la distribution de l'arganier comme réserve de biosphère. C'est pour cela les études qui s'intéressent à la conservation et à la préservation de l'écosystème à base d'arganier constituent une priorité, notamment l'étude de la diversité génétique encore disponible. Là où il vient l'objectif global de notre travail, qui est préservation et conservation de la diversité génétique encore disponible à travers un diagnostic de la diversité génétique à l'échelle de la distribution naturelle de l'arganier à l'aide de marqueurs du polymorphisme de l'ADN et par la suite le développement d'un corps collection qui maximise la diversité génétique de la collection d'origine. Pour ce faire, nous avons choisi 22 provenances. Ces provenances présentent les différentes situations écogéographiques qui s'étendent du plateau de Haha et Chialma, de la plaine Sousse vers le Haut-Atlas et de l'Anti-Atlas vers la région pré-saharienne. Ensuite, 440 arbres ont été échantillonnés à raison de 20 arbres par provenance. Et c'est à partir des feuilles de ces arbres-là qu'on a pu extraire l'ADN génomique à l'aide de la méthode classique de CITAB de Doyle et Doyle. Ensuite, des amorces ISSR polymorphes et reproductibles sont utilisés. Après la réaction PCR, le produit d'amplification a été vérifié sur gel d'agarose à 2%. La base des données ISSR a été analysée par 5 programmes bioinformatiques qui sont PubGen, GenAlex, Structure, MIGA et PowerCode. Comme résultat, à l'échelle de 440 arbres provenant des 22 provenances, 150
fragments ont été générés avec un taux de polymorphisme qui est très important de 98%. L'étude de la diversité génétique de l'arganier dans leur habitat naturel a indiqué une diversité importante malgré le statut fragmenté actuel des peuplements d'arganier dans le sud-ouest du pays, avec une forte diversité a été enregistrée dans les provenances de la région du Essaouira, notamment la provenance de Brahma. La faible diversité génétique a été trouvée généralement dans les populations, ou bien les provenances qui sont isolées géographiquement. À titre d'exemple, on cite la provenance côtière de l'Al-Hajj de la région d'Essaouira et la région présaharienne d'Assaza. Et à l'échelle des 22 provenances considérées comme une seule population, ou bien une seule provenance, un gain de diversité est abouti. Ensuite, l'analyse des profils multilocus a montré une forte différenciation génétique entre toutes les provenances étudiées, avec une forte différenciation génétique a été enregistrée entre les deux populations éloignées de l'Al-Hajj et Goulmi. L'indice de différenciation génétique GST est de 43%. L'AMOVA ou l'analyse moléculaire de la variance est de 46%, mais le flux de gènes reste encore très limité. Cette forte différenciation génétique a été confirmée par les travaux réalisés par mon encadrant Abdelhamid El-Moustar à l'aide des marqueurs moléculaires de type isoenzyme et RFLP de l'ADN chloroplastique. Les valeurs atteintes sont parmi les plus élevées. Ces résultats peuvent être expliqués par l'effet combiné des facteurs, à savoir la distribution géographique, le mode de reproduction de type entomogame et les barrières biogéographiques. Pour étudier la structure génétique et les relations existantes entre les provenances, on a élaboré un dendrogramme à l'aide de la méthode DPGMA basée sur la distance génétique. Ce dendrogramme a classé toutes les provenances en 8 groupes et qui respectent certainement la proximité géographique. Des analyses supplémentaires telles que l'analyse en composantes principales ont été effectuées pour étudier la structure génétique des peuplements. Donc l'axe 1 montre 20% de la variation qui sépare les provenances de la plaine des montagnes du Haut-Atlas à ceux de l'Anti-Atlas. Ces résultats ont été confirmés par l'approche bayésienne ou l'analyse bayésienne qui cherche à détecter le nombre de pôles génétiques existants. Donc à l'aide de la méthode Ivano, la structuration aux 8 groupes est la plus vraisemblable. Le test de Mantel vient pour montrer que cette structuration génétique est corrélée positivement avec la distance géographique. Et malgré la grande diversité génétique trouvée dans les provenances étudiées, l'élaboration d'un corps collection qui est capable de maximiser la diversité génétique dans un nombre réduit est souhaitable dans les stratégies de la conservation et la préservation de la diversité génétique de l'arganier. À l'aide des programmes PowerCall, nous avons sélectionné 12 arbres qui maximisent la diversité. Les 12 arbres sont les plus diversifiés qui couvrent tous les allèles. Ces arbres représentent notamment la région d'Essaouira et on peut signaler aussi qu'ils présentent 3% de la collection d'origine. Pour comparer les niveaux de la variation génétique entre cette collection et la collection d'origine de 440 génotypes, nous avons calculé les paramètres de la diversité génétique et on peut constater qu'ils ont un même niveau de la diversité. En guise de conclusion, ce travail souligne l'existence d'une importante diversité génétique avec une forte structuration génétique des populations de l'arganier, de la plaine et de la montagne du sud-ouest du Maroc. Cette variabilité qui se manifeste même au sein d'une même localité et dans des conditions écogéographiques similaires, illustre un paysage sauvage qui offre une base génétique large pour les programmes de conservation in situ et ex situ de la sélection variétale. Et enfin, la structure génétique des populations est corrélée avec la proximité géographique.
Actuellement, ce travail est encore d'approfondissement pour tester d'autres marqueurs moléculaires de type SSR ou bien les microsatellites qui pourraient être utiles pour compléter le projet de la conception d'un col collection et par la suite la préservation des ressources génétiques de l'organisme. Voilà, mesdames et messieurs, ma présentation touche sa fin. Je vous remercie de votre attention. Vous aviez même le temps de nous refaire la présentation puisque vous l'avez faite en 8 minutes. Il vous reste encore 7 minutes. Merci beaucoup. Alors, on va passer la parole à Madame Bahro Wafat. On passera la discussion par la suite. Bonjour tout le monde, je vous présente une partie de mes travaux de recherche. Donc, je vous présente une partie de mes travaux de recherche intitulée Structuration et différenciation génétique des populations d'Argania spinosa révélées par les marqueurs AFLP. Donc après une brève introduction, je vais vous parler de l'échantillonnage sur lequel on a travaillé, la sélection des amorces, l'analyse effectuée et les résultats obtenus. Donc on sait tous que l'arganie est une essence unique qui a un grand rôle socio-économique pour la région et l'huile qui est extraite de ces graines a des vertus nutritionnelles, cosmétiques et médicinales qui sont connues à l'échelle mondiale. Mais avant d'y arriver à cette huile, nous devons tout d'abord préserver l'arbre qui a connu ces dernières décennies une grande dégradation. Et pour tout programme de conservation et de gestion réussi, nous devons connaître la diversité génétique inter- et intra-population. Donc pour ceci, nous avons fixé comme objectif d'utiliser l'approche moléculaire AFLP pour analyser le génome, évaluer la différenciation génétique au niveau intra- et interpopulation en vue de structurer la diversité génétique de l'arganie. Donc pourquoi les AFLP? Parce que ce sont des marqueurs qui génèrent un grand nombre de bandes polymorphes et surtout, ça ne nécessite aucune connaissance préalable du génome. Donc, la collection sur laquelle nous avons travaillé a concerné 10 populations qui se regroupent dans la région de Souera, appelée aussi la région de l'Arganier. Donc, nous avons collecté des jeunes feuilles de 130 arbres qui sont par la suite lyophilisés et vibrobroyés pour extraire de l'ADN en utilisant le kit BioLine. Ce kit nous a permis d'avoir une bonne qualité et une bonne quantité pour réussir les autres étapes. Donc l'approche AFLP commence d'abord par l'étape de la gestion. Pour ceci, nous avons utilisé les enzymes de restriction EcoR1 et MSE1. Et nous avons trouvé dans la littérature qu'en quoi les profils AFLP, la qualité des profils AFLP dépendent forcément de la taille du génome étudié. Donc vu le manque de données sur la taille du génome de l'arganier, nous avons testé 2 protocoles. Un protocole qui est spécifique au grand génome, et nous avons utilisé comme témoin l'ADN de la tomate, et un deuxième spécifique au petit génome, et nous avons comme témoin l'ADN de l'Arabidopsis. Donc au total, nous avons testé 20 combinaisons, dont l'amorce EcoR1 est liée à des fluorochromes. Et aussi, pour confirmer la reproductibilité et calculer le taux d'erreur, nous avons refait toutes les étapes sur 13 individus. Par la suite, les amplifiants sont analysés par électrophorèse capillaire et traités par le logiciel GenMapper afin de générer la matrice de type présence-absence. Donc ce qu'on a obtenu comme résultat, c'est que seules les combinaisons d'amorces qui sont spécifiques au grand génome ont généré des profils Donc, seules les combinaisons qui sont spécifiques au grand génome ont généré des profils polymorphes. Donc, ces combinaisons sont plus compatibles avec le génome de l'arganier. Et les combinaisons qui sont spécifiques au petit génome ont généré des profils monomorphes ou négatifs. Donc, on a sélectionné au total 4 combinaisons pour le nombre élevé de bandes polymorphes qu'elles ont générées et aussi pour le faible taux d'erreur qui était égal à 0,12%. Donc les 4 amorces que nous avons sélectionnées, nous avons évalué leur pouvoir informatif par les 3 paramètres, le PIC, RP et LI. Donc ces 3 paramètres nous ont indiqué que les 4 combinaisons sélectionnées sont informatives et donc peuvent être utilisées pour caractériser le matériel génétique de l'arganier.
Nous avons aussi évalué la distribution des fragments chez les 130 arbres qu'on a étudiés et nous avons constaté que cette première amorce a généré un nombre élevé de bandes uniques. Donc cette amorce semble être importante et peut être utilisée pour développer les marqueurs de type STS afin d'identifier des génotypes particuliers. Il est aussi important, j'ai oublié de citer que le total de nombre de fragments qu'on a généré, c'était 477 loci. Il est aussi important de noter qu'on a trouvé chez l'arganier un nombre élevé de fragments rares, avec une moyenne de 66. Ceci signifie que le génome de l'arganier est riche en allèles spécifiques. Donc, par la suite, nous avons évalué la diversité génétique et nous avons constaté que les trois populations, Mramr, Rabaya et Admin, ont révélé les indices de diversité les plus élevés. La différenciation génétique a été aussi effectuée par l'analyse de variance moléculaire et nous avons constaté que la plus grande différenciation génétique réside au niveau intrapopulation à 81%. Ceci s'accorde avec le coefficient de différenciation génétique qui est égal à 0,22. Cette valeur reste importante et reflète une différenciation génétique importante chez l'arganier. Le flux de gènes calculé est égal à 1,709. Cette valeur est expliquée par le fait que les populations que nous avons étudiées sont regroupées dans la même zone géographique Yesouera, et aussi par le mécanisme de dispersion de pollen entomophile et aussi anémophile. Donc la structuration et la distribution des populations étudiées a été mise en œuvre tout d'abord par l'analyse en coordonnées principales sur la base de la matrice de distance génétique et nous avons constaté qu'il existe 3 groupes clairs avec 48,13% de la variation totale des 3 axes et il existe un seul groupe où tous les individus de la population Mramr se sont regroupés. Donc, par la suite, nous avons aussi constitué la classification hiérarchique sur la base du coefficient de similarité de Jacquard. Donc, ça nous a donné un résultat similaire. Tous les individus de la population Mramr sont regroupés dans un seul cluster et les autres populations semblent échanger une portion de leur gène. Pour confirmer le résultat obtenu, nous avons eu recours à l'analyse bayésienne et donc ça a confirmé les 2 résultats obtenus et qu'en quoi il existe 3 populations sur la base des données génotypes. Donc en conclusion, la plus grande conclusion, enfin la plus importante, c'est que la taille du génome de l'arganier semble dépasser les 500 mégabases et qu'il est riche en allèles spécifiques. Les 130 arbres que nous avons étudiés ont été regroupés en 3 populations. La différenciation des populations d'arganiers est assez importante et la plus différenciée, c'est la population Mramr. C'est une population qui semble être prometteuse pour les études de recherche de gènes spécifiques. Il est aussi important de noter que cette population a généré le plus grand nombre de fragments rares et de fragments uniques. Ce travail rentre dans le cadre d'un grand projet intitulé Argan Biogène qui est financé par l'Académie Hassan de Sciences et Techniques, dont le consortium est composé par 5 partenaires, la Faculté de Sciences de Agadir, la Faculté de Sciences de Rabat, la Faculté de Sciences et Techniques de Fès, la Faculté de Sciences et Techniques Marrakech et le Centre régional de la recherche forestière. Je vous remercie pour votre attention. La diversité génétique sont donnés les mots. Les 2 intervenantes pris pratiquement le même temps, 8 minutes. En fait, 2 en 1. 2 en 1, voilà. Est-ce que Zaïdi est parmi nous, s'il vous plaît? Pas encore. Et c'est peut-être bon, on va passer à la discussion des deux aspects-là, et puis on verra après si nos collègues vont arriver. Bien. Donc la parole est à l'assistance, à la salle. On va ouvrir des listes. On commencera par une première. Salam alaikum. Tout d'abord, je félicite les 2 intervenants parce que vraiment c'est un sujet
vraiment, on voit bien l'importance. Ça pourra aboutir à des choses qui vraiment aideront à sauvegarder cette espèce. C'est très important. Ça, moi, ma question, elle est en dehors de l'importance du travail, il est excellent, tout est bien. Je voulais quand même poser peut-être la question au groupe, pas seulement aux filles, parce que quelle est la relation entre ce travail et l'actuelle demande en produits, en arbres productifs, en huile? Il faut dire que c'est le commercial qui tire, c'est driving force of this tree. L'appel, tout ce qu'on fait actuellement, et il faut vraiment être clair que s'il n'y avait pas l'importance de l'huile, s'il n'y avait pas l'importance du commerce, personne ne s'intéressera. Il faut dire la vérité, parce que les années 70, 80, on voyait combien de gens travaillaient sur l'organique. Donc, moi j'ai une question. Comment on peut intégrer un travail de sélection d'arbres productifs qu'on va donner rapidement aux professionnels? Il y a la relation. Est-ce qu'on va conserver la diversité, le corps, et où sont les arbres qu'on va choisir? Sur le plan, est-ce qu'il y a des sélections moléculaires? Qu'est-ce qu'on peut faire pour aller rapidement? Est-ce que ça a été fait faire le travail, ou là c'est peut-être inclus? Mais comment on va faire la différence entre corps d'organique, diversité d'accord? C'est bien, c'est la richesse génétique, on connaît, c'est bien, c'est essentiel, c'est prioritaire. Ça, c'est vraiment l'idéal. La réponse doit être rapide pour le professionnel. Merci à Séville. Merci. Ouvrir un petit peu le débat sur des choses peut-être très originales et les faire bien illustrer au niveau de l'assistance, de l'honorable assistance. Notamment, c'est pas évident d'avoir cette chance, cette grande chance, d'avoir un groupe de chercheurs, de jeunes chercheurs, qui s'attaquent à différents types de marqueurs et de telle manière à ce qu'ils vont présenter leurs résultats et voir le niveau de complémentation et le niveau d'approfondissement des connaissances de la structuration génétique de ces peuplements d'organiques. Et étant donné bien sûr très intéressé par ce sujet, je suis vraiment très satisfait de l'avancement de nos jeunes chercheurs, d'une part. Et d'autre part, je vois une certaine fidélité, une certaine réalité de ces résultats, et je vois une grande partie de synergie et de ressemblance du point de vue des choses qui sortent. Par exemple, lorsqu'on parle de la population, bien du peuplement de Maramer, on trouve que toutes les approches qui ont été utilisées par différents types de marqueurs donnent presque le même constat. Et ça montre donc certains qui ont représenté le génome par les APLP, presque plus de 400 locus, c'est pas évident. C'est vraiment une très bonne représentativité du génome. Pour moi, c'est original, c'est très original. Et parallèlement, avec une centaine de locus, si on multiplie par 2, entre là-bas et Agadir, c'est presque 200 aussi. Voilà. Et aussi les travaux antérieurs, qui ont aussi d'autres approches. On trouve donc quelque chose qui est commis, c'est une structuration selon la représentativité du génome qui passe entre 20 et 40%. Et à l'échelle des arbres forestiers, c'est une grande structuration. Si on compare avec le chêne européen, ou lorsqu'on parle de structuration du chêne européen, c'est aux environs de 7%. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on voit maintenant. Et ça reflète un autre modèle, c'est parce que le chêne européen, c'est l'allogamie, surtout anémophile. Ici, c'est l'allogamie entomophile. Donc on voit très bien l'effet de proche en proche de la mobilité du pollen par le vecteur principal qui est l'insecte. C'est pour cela que j'ai attiré l'attention de ne pas utiliser les pesticides ou bien même la lutte contre les insectes, parce qu'on va lutter contre les fruits. Bon, je ferme de nouveau. Alors, je reviens aussi à une autre chose, c'est concernant le corps collection. Alors, le corps collection, je ne voulais pas que les gens comprennent que voilà, le corps collection, c'est X arbres. Non, ça c'est une approche liée à l'échantillon étudié au départ. C'est-à-dire, c'est aux organismes intéressés de la création de sites ou bien de places au conservatoire in situ, et pourquoi pas ex situ dans le cadre de la recherche, de savoir que c'est un modèle qui marche et que nous avons les compétences qui maîtrisent donc cette approche et qui sont 100% donc des lauréats de notre pays. Et donc il suffit d'avoir les moyens suffisants pour pouvoir
maximiser l'échantillonnage pour maximiser le nombre d'individus les plus représentatifs de cette diversité. Et merci, Monsieur le Président. Juste un petit plus, puisqu'on a le temps quand même, des 7 minutes, des 15 minutes des étudiants. Je voulais aussi, concernant la question posée par le professeur Mouftari, peut-être vous voulez poser la question d'une façon pour attirer aussi l'attention, pour créer le débat. On la laisse après, d'accord. En fait, on donne la parole aux personnes qui... Et après, on peut ouvrir le débat. Présentation, bien que je n'ai pas eu le privilège d'assister à la première présentation. Donc, déjà, la qualité, mais aussi la manière de présenter. Je félicite la dernière oratrice. C'est un travail qui vient confirmer les travaux qui ont été déjà réalisés. C'est une très bonne chose. Moi, je n'ai pas vu, peut-être que je n'ai pas vu au début, la manière de l'échantillonnage, parce que c'est quelque chose qui est primordial pour pouvoir conclure. Donc l'échantillonnage, il est très important puisqu'il y a une grande diversité. Donc tout le monde la confirme, aussi bien à l'échelle moléculaire qu'à l'échelle morphologique. Et donc l'échantillonnage aussi, il est très important pour pouvoir vraiment valider ces résultats d'une manière précise. Alors, au niveau des résultats aussi, j'ai vu, peut-être que je n'ai pas bien saisi, mais j'ai vu qu'à un certain moment, le flux de gel était très élevé. Ça veut dire, quand le flux de gel est très élevé, il n'y a pas de structuration particulière. Il y a une grande variabilité à l'intérieur des populations. Et à un certain moment, il y avait une population qui se distinguait et on a vu qu'il y avait 3 groupes distincts. Donc là, je n'ai pas bien saisi s'il y a, un flux de gel qui est élevé, donc il y a le pollen qui va un peu partout, mais il y a une structuration. D'autre part, je voudrais juste dire un mot sur les activités qui sont menées au niveau de l'INRA. Nous avons aussi réalisé, donc on travaille en complémentarité, un échantillonnage à travers toute l'Arcanerie, et nous avons quand même vu qu'il y avait des endroits, certains sites qui sont très éloignés géographiquement, mais qui ressemblaient à l'échelle moléculaire à certains sites, qui se ressemblaient à l'échelle génétique, mais qui étaient très éloignés géographiquement, alors qu'il y avait aussi des endroits qui étaient proches géographiquement, mais qui étaient très éloignés à l'échelle génétique. Bon, ce n'est pas une confirmation à 100%, ça nécessite aussi d'autres travaux de validation. Et si vous le permettez, Monsieur le Président, une précision quant à le questionnement de M. Mouftari. Je pense que les travaux à l'échelle moléculaire sont très très importants. Donc même si avec cette quantité d'activités, de travaux, je pense qu'il y a encore des choses à faire, puisque c'est une grande diversité. Les plans sélectionnés, oui, bon, il faut d'abord passer par voir qu'est-ce qui est cette diversité, et puis après, moi je me dis, bon, le travail moléculaire est très très important, mais il ne faut pas omettre tout ce qui est description morphologique, parce que c'est une réaction avec l'environnement. Donc il faut une complémentarité, une identification de ces arbres, les pôles génétiques, oui, mais quels sont ces arbres et puis quelles sont leurs caractéristiques. Au niveau de l'INRA, nous avons sélectionné plus de 300 génotypes qui ont été analysés à l'échelle moléculaire, mais aussi à l'échelle morphologique et qualitative de la production de la qualité de l'huile et autres molécules. Et je pense qu'il faudrait qu'on puisse travailler ensemble pour combiner tous ces résultats qui ne peuvent que faire avancer le travail et aussi arriver à la core collection. Et j'ai dit aussi que la core collection, vu la grande diversité, c'est un travail qui est d'une grande importance. Enfin, il faut arriver à cette core collection, mais il faut la faire sur de bonnes bases, étant donné que cette grande diversité, il faut quand même minimiser le nombre de génotypes qui vont représenter toute cette diversité, sachant que le travail que nous avons vu maintenant, il a identifié qu'il y a des spécificités. Il y a des gènes spécifiques, des allèles spécifiques à l'arganier qu'il faudra aller voir de plus près. Et merci, Monsieur le Président. Donc, le souci du chercheur et le souci du valorisateur. Donc, c'est vrai, moi je vais intervenir à ce niveau-là. Je pense que
l'amélioration génétique, à mon sens, commence par la détection de populations de base. La population de base, c'est quoi? C'est par rapport à nos objectifs. Qu'est-ce qu'on cherche? La qualité de l'huile, le rendement en huile, la qualité de l'huile, etc., etc. Donc je pense que le moment où on définit les critères de sélection, à ce moment-là, on commence à prospérer. Donc à détecter les populations de base. Et pour les détecter, on essaye de voir la variabilité, étudier la variabilité interspécifique, donc la notion de provenance. Et je pense que le deuxième exposé, donc au moins, il ressort une population de base qui peut permettre un premier départ pour l'améliorateur génétique. Donc la chercheuse a mis en évidence ou a confirmé la variabilité intraspécifique, parce que la grande variabilité, c'est au niveau c'est intraspécifique, donc intra-provenance dans ce cas. Et à partir de ce moment-là, il met en évidence une sorte de variabilité spécifique, beaucoup d'allèles spécifiques, et ça veut dire qu'il faut donc coupler ça avec les critères que l'ONSOA cherche. On cherche donc à valoriser l'organisme, à détecter ou à mettre sur le marché des variétés. Je pense que cette population de Saouira peut constituer une population de départ. Donc je suggère, ce n'est pas une question, je suggère, au moins, dans un premier temps, à partir de cette population, essayer, donc si l'échantillonnage est correct, comme il l'a souligné l'intervention, si l'échantillonnage est correct, à ce moment-là, donc il faut connaître définir les caractères à améliorer, connaître un petit peu leur valeur. Le gain génétique, il est calculé par rapport à la population de base. C'est la différence de moyenne qu'on multiplie par l'héritabilité. C'est le gain génétique. Et à ce moment-là, lorsque je connais les critères, la moyenne dans la population de chaque critère, à ce moment-là, je commence à sélectionner des arbres. Et à partir de ces arbres-là, je confirme, j'essaie de détecter les meilleurs arbres possibles par rapport à mes objectifs-là. Et à partir de ce moment-là, je peux donc créer des vergers pour produire des variétés désirées selon les critères de sélection fixés. Donc là, je recommande que le travail de la chercheuse constitue une première base, justement, je pense fiable, si l'échantillonnage est correct, justement, pour commencer à valoriser au vrai sens du terme l'organisme. Et je vous remercie. Échantillonnage correct ou pas correct? Non. Donc, pour avancer dans le débat, il a été fait dans le cadre d'un consortium, donc un projet qui était, dans les deux cas, que ce soit le travail présenté sur les SSR et SSR correction par Madame Oueddem, ou dans le cas de Madame Wafa. Donc, ça a été fait dans le cadre d'un consortium bien mené pendant pratiquement une année et demie, et mené par des spécialistes connaisseurs du terrain, qui ont un background, qui connaissent arbre par arbre, et je suis en mesure de le dire, accompagné des étudiants, dont certains sont présents ici, donc en fait, et des enseignants qui ont été. Alors que j'aimerais bien, pour avancer dans le débat, qu'on ne se pose plus de doute concernant l'échantillonnage. Et on l'a fait dans un sens, nous avons notre bailleur de fonds, l'Académie Hassan II, et donc en fait, avec le Collège des sciences et technologies du vivant, et regorge de spécialistes, et fait recours à des spécialistes, nos rapports sont évalués par des examinateurs étrangers. C'est pas... Donc en fait... avançons dans le débat, c'est très intéressant, donc, on répondra aux questions, enfin, les collègues répondront aux questions. Ismaël. Merci, Monsieur le Président. Je vous remercie encore de la précision que vous venez de faire, parce qu'un travail fait, un travail exposé, et un travail soutenu publiquement devant des jurys multidisciplinaires, je crois qu'on n'a plus de doute sur la validité des résultats.
Ça, c'est men al-musallamat, comme on dit. Les deux travaux exposés aujourd'hui, je crois que c'est très important pour la connaissance, pour enrichir les informations scientifiques sur l'arcanerie. Ça, c'est évident. Et j'ai constaté que, plus ou moins, ils se ressemblent dans leur globalité avec des méthodologies différentes. Et il y a plusieurs travaux dans ce sens. Je crois que tous ces travaux ont mis en évidence l'existence d'une variabilité génétique très importante qu'il faudrait sauvegarder. Ça on n'en doute pas. Mais moi, je voudrais souligner un point important, c'est pourquoi ne pas raisonner de manière, disons, en l'occurrence inverse. C'est-à-dire que partir sur une sélection des individus intéressants, parce qu'il y a des collègues qui ont parlé de l'intérêt pratique, agronomique, sélectionner des individus intéressants, et puis se servir aussi de cette méthodologie et de ces marqueurs moléculaires pour pouvoir caractériser aussi bien au point de vue morphologique, morphogénétique, et aussi moléculaire. Ça va apporter un plus aux travaux qui ont un impact direct sur le terrain. Et là, je voudrais aussi souligner le fait que l'Académie des sciences Hassan II des sciences, quand même, c'est un regret, à mon sens, ne pas impliquer certaines institutions qui peuvent travailler ensemble avec ce consortium pour que les résultats pourraient avoir par la suite aussi bien un intérêt scientifique évident et aussi important que aussi un intérêt pratique pour que les efforts soient quand même beaucoup plus capitalisés et on va sortir avec quelque chose d'intéressant aussi bien pour le praticien que pour l'enrichissement des informations scientifiques. Donc ce n'est pas une question, mais c'est une réflexion et un complément d'information. Merci. Il y aura un petit débat. Et il va y avoir, donc en fait, la manifestation de l'Académie Hassan II qui va réunir encore une autre fois l'ensemble de tous les intéressés dans ce cadre. Et on aura vous aurez les explications possibles concernant. Donc, d'accord. Donc, j'aimerais bien que tu ne gardes plus de regrets ni de rancœur pour la. Merci. D'accord. Bien. Alors, c'est Zahidi. On termine le débat peut-être donc après Sibin Ismail, il y a deux interventions possibles. On peut revenir sur le débat. Il y a Yatrib, Yatrib Cheikh, il y a Madame Medraoui et Yassine Mousdir qui ont demandé la parole. J'aimerais bien qu'on arrête à ces trois et pour donner la parole à Zahidi par la suite. Et donner la parole à Moueddeb et Bahro pour répondre à quelques questions. Bien. Donc, Yatrib. Donc ça fait chaud au cœur donc, de voir ces belles présentations et donc ces résultats de valeur qui sont exposés par nos doctorantes. Et donc c'est vrai, ça fait vraiment plaisir. Alors pour passer, donc j'ai une petite réflexion en ce qui concerne donc la première présentation. Donc certes, nous travaillons dans un même consortium de manière complémentaire. C'est pas une question, c'est juste une petite réflexion à mener et on pourra en discuter après. Donc l'approche ISSR, nous l'avons aussi donc entreprise via d'autres amorces. Et donc ma remarque, elle concerne juste la distribution en fonction de la géographie, la corrélation entre distance génétique et distribution géographique.
C'est juste, donc une petite recommandation, c'est ne pas se fier à ce nombre donc, de 150 marqueurs, c'est pas suffisant donc, à notre vision. Donc il faut aller encore plus loin, augmenter donc, le nombre de marqueurs avant donc, de tirer donc, de telles conclusions. La preuve, c'est qu'on est donc avec la même approche, avec un plus grand nombre de marqueurs, on ne se retrouve plus avec cette distribution. D'accord ? On l'a eu peut-être à un certain moment, mais en augmentant le nombre de marqueurs, on perd la distribution ou la corrélation entre distance génétique et distance géographique. Voilà. Donc, une autre remarque en ce qui concerne donc, la réflexion menée par Madame Belloul en ce qui concerne le flux de gènes. Alors, le flux de gènes, là, certes, donc, il y a un échantillonnage qui a concerné toute l'arganerie, mais pour ce travail-là, donc, on a présenté juste une partie du travail qui a concerné la région de Suez. Et donc, c'est ce qui fait que donc, le flux de gènes exprimé donc, au niveau de cette région-là soit plus élevé. Donc, c'est sûr, si on élargit, lorsqu'on va présenter donc, la matrice totale avec donc, tous les échantillons, les 480 échantillons, on va se retrouver certes avec un flux de gènes beaucoup donc, plus faible. Et une autre interprétation relative au flux de gènes, c'est que cette valeur-là, elle n'est pas uniquement due à la distribution géographique, mais aussi au nombre de loci explorés. Parce qu'un flux de gènes élevé, ça peut avoir donc deux interprétations possibles. La première, donc le flux de gènes dû donc, au mode de reproduction de la plante, barrière géographique, ainsi de suite. Mais aussi, plus on explore de l'ocie, donc plus on a donc un flux de gènes qui est donc exprimé, donc qui est élevé relatif donc au nombre de l'ocie donc exploré. Merci. Par le même chiffre, ma question c'est pour Madame Moitel. Alors comme je travaille en fait sur les mêmes marqueurs qui sont liés ISSR, je ne sais pas si vous étiez présent hier, j'ai vu le dernier papier que vous avez publié. Donc vous avez travaillé en fait sur 200 arbres, donc 10 populations, et vous avez rapporté donc que vous avez trouvé exactement donc 149 fragments polymorphes. D'accord ? Et sur cette présentation-là, vous avez dit que vous avez travaillé sur 440 individus et vous nous sortez 150 fragments polymorphes. Alors comment est-ce que vous pouvez justifier ? Là, on est en train de parler de plus que le double en fait du nombre. S'il te plaît, s'il y a des petites questions personnelles, de précision, on ne rentre pas trop dans le détail pour le public qui ne va pas le suivre. Non, Zed Abidine, ce n'est pas une question de sensibilité, c'est une question de trop de détails. Il ne faut pas exercer le ton somptueux. J'ai juste été attirée par le chiffre et je voulais un petit peu comprendre la démarche. Voilà. Merci. C'est Mousbet, donc en fait, elle allait intervenir. Bon, merci Monsieur le Président. Bon, ma première intervention concernant la visibilité ou bien la vision du projet de recherche, du programme de recherche. C'est que lorsqu'il y a des appels à projets, il y a des appels d'offres pour des projets, il faut répondre aux termes de référence qui sont demandés par le bailleur de fonds ou bien par la personne concernée. Là, je rappelle mes collègues, lorsque l'Agrotech a demandé, c'est pas l'Agrotech qui a demandé, c'est l'appel d'offres Union Européenne, Agence de développement social. Et c'est l'Agrotech qui a tout simplement joué le rôle de l'intermédiaire pour gérer. Sinon, il y avait plusieurs consortiums qui se sont donc qui avaient une compétition pour donc avoir le projet. Alors, parce que à ce moment-là, le titre était clair pour la sélection des plans, des meilleurs plans pour le rendement. Regardez bien le travail d'Eitel, il est fait dans le sens qui a été présenté par mes collègues de ENFI et notamment c'était, donc vous pouvez voir la dernière publication et même la thèse d'Eitel, c'est quoi? C'est des profils moléculaires avec les profils agromorphologiques, parce que on devrait répondre à ça et non pas à autre chose.
La vision de l'académie, c'est une vision, comme son nom l'indique, c'est l'académie. Donc c'est la recherche d'abord fondamentale, c'est l'approfondissement, c'est le rôle de l'université. Et c'est pour cela qu'il y avait donc cette priorité. Je ne dis pas uniquement la seule priorité, mais cette priorité, c'est d'abord d'approfondir, parce que c'est quoi les marqueurs? Les marqueurs évoluent avec le temps. À un moment donné, on a des marqueurs allosimiques. Après, au départ même, des marqueurs chimiques. Les terpènes, les métabolites secondaires. Ensuite, les marqueurs moléculaires codominants du type allosine. Les marqueurs protéiques. Après, c'est les RAPD, les ISSR, les SSR, les AFP, les SNP, et maintenant toute la génomique, etc. Et donc, lorsqu'on évalue la variabilité, c'est dans un objectif qui n'est pas automatiquement l'objectif de la sélection et de l'amélioration. Parce que chacune a ça. On peut utiliser les mêmes outils, mais ce n'est pas la même stratégie. Comment on peut utiliser les outils? Non, c'est pas comment, parce qu'il faut voir la recherche comment ça se fait dans le monde entier. Dans le monde entier, il y a des populations sauvages qui sont à zéro. L'approche qui se fait, c'est deux approches. D'abord, c'est l'évaluation de la variété des ressources génétiques par toutes les approches, agromorphométriques et moléculaires. Et ces approches, ils évoluent avec le temps, avec les moyens, avec les erreurs des anciens, etc. L'approche technologique, l'approche de la production de meilleurs plants, etc., elle suit sa voie. Et c'est là où il y a le rôle de l'INRA, le rôle de centre de recherche forestière dans un autre sens. Mais regardez bien, lorsqu'on parle de l'approche environnementale, c'est la conservation de la biodiversité et non pas l'amélioration pour un caractère bien particulier. Tu le dis bien et répète-le s'il te plaît. L'objectif de l'étude de la diversité, c'est la conservation de la ressource génétique. Donc en fait, parce que ça a été fixé dans les objectifs du départ. Non, c'est à l'échelle internationale. Oui, on sait. Quelle est la relation de cette réponse aux besoins actuels? On te répondra. Là, bien sûr, je comprends très bien. Alors, je vais. C'est vraiment, c'est normal. Bon, c'est ça le scientifique, le chercheur, il a les outils. Il essaie de répondre aux demandeurs en fonction de ce qu'il voulait. C'est tout. La demande, c'est. Qui nous a demandé ça? Dis-moi. Non, je connais un producteur. Excusez-moi. Vous avez un producteur? Président, oui. Je pense que c'est une question qui est stérile parce que là, on est en train de discuter deux exposés qu'on a vus. C'est pas la peine de rentrer dans ces détails. Ces détails-là, on peut les voir cet après-midi dans la table ronde où il va y avoir tout le monde peut dire. Parce que là, c'est un peu. Non, c'est très important. Si tu peux. Je reviens maintenant à la question d'échantillonnage. L'échantillonnage, اي واحد اللي كيجي يدير l'échantillonnage اول حاجه كيشوف ce que les gens font sur les espèces modèles, notamment quand on a un arbre forestier, donc je vois qu'est-ce que les gens font en termes d'échantillonnage. L'échantillonnage, en fait, on ne va pas revenir là-dessus. Hamid, tu vas vous féliciter. Parfait, à suivre. Alors, permettez-moi s'il vous plaît. Je crois qu'on a délaissé un petit peu les oratrices, donc en fait je voudrais revenir vers elles pour répondre à certaines questions qui ont... J'ai l'impression que j'étais mal compris. Je venais de travailler je fais l'amélioration génétique. Si je suis là, c'est pour apporter un plus. إلا كانوا حساسات الإنسان صراحة. Mais je souligne que votre travail, صراحة, constitue une très bonne base de départ. L'échantillonnage, je connais des programmes, les ont choisi la population de base, mais par erreur. Où ils ont commencé à détecter des variétés, la moyenne produite par la variété, il est similaire à la moyenne du départ. Ça veut dire que le gain génétique est très faible. Parce qu'au départ, il a raté la meilleure population. On insiste sur les choses. On n'a pas dit qu'on doute. On voulait aussi l'échantillon. Ça me fait plaisir. Donc, je dis, je le répète, que votre population de Savera constitue une bonne base de départ. Il y a une très grande variabilité génétique. Quand je dis variabilité génétique, je la lie à des caractères économiques. نخرجوا من لابو كما قال سي مختار هادشي اللي كنقول سي خليه يكمل اصاحبي non mais c'est important là moi je reviens les marqueurs génétiques sont utilisés انا هذيك لا فيزيون ليبري سي مختار ماشي انت
لا ولكن علاش تحبسوا؟ ما كنحبسوش انا خليك غير جيت بريزيدي لا لي مارسون جيت Après, tu peux intervenir à ça. لا غير بس Il a commencé, laisse-le terminer. Je suis le président. Vous laissez Voilà. amis et frères Voilà. exprimer son vœu. Après, tu peux venir à la fin, on peut répondre C'est l'échange, à vos demandes. Mettez ce qu'il faut. C'est une connaissance. Mais quel chose dit bon les choses. Mais bien, c'est bon. Le souci d'influence, c'est d'utiliser le travail de X et de Y pour la valorisation. Le travail, je pense, je suis très content. Il constitue une bonne base de départ. Une variabilité génétique détectée, il implique quel caractère économique, c'est ça. On est des forestiers. L'onzoir, ça a des produits. Donc, on a la conservation. La chaîne, l'organerie se dégrade, on a qu'à le valoriser. On n'est pas d'accord, on n'est pas con. On sait qu'il faut conserver et valoriser. Il a pris à valoriser, on ne conserve pas. La diversité génétique, il faut la conserver. Il faut alimenter la valorisation. Il a mis la ressource, il a la valorisation. Donc, le travail d'elle, ça va ouvrir un champ d'amélioration génétique très important. Dans cette population, je vais voir, est-ce que j'ai un rendement en huile correct? Est-ce que j'ai une qualité d'huile correcte? Donc, je dois sélectionner des individus selon des critères que j'ai fixés au départ. Oui, ça peut augmenter le rendement d'huile de temps. Je veux augmenter la qualité d'huile de temps. Développer le travail d'elle. Donc, je dire, les critères. Je sélectionne des arbres, auxquels j'ai les graines d'elle, décider d'un arbre. Je mesure, je peux calculer l'héritabilité, je peux répéter dans le temps pour confirmer quelque chose qui est génétique, il est stable dans le temps. Aujourd'hui, ces arbres plus, ce sont des arbres d'élite et qui peuvent constituer un verger agréable. Je sélectionne sur les aptitudes générales à la combinaison des effets additifs. On a tout un verger et il se couple. Et les valeurs génétiques, qui ont une additivité, qui ont un gain génétique extraordinaire. Et le gain génétique, je le calcule par rapport à la moyenne du départ. C'est clair. Je n'ai aucun doute. Je dis que votre travail constitue un excellent départ et il faut quand même rendre hommage à vos encadrants. Merci beaucoup. Merci, Gérald. C'est Borsé, donc en fait, et après, c'est votre après. Je tiens à féliciter tout d'abord les jeunes chercheurs et chercheurs de demain, parce que... Excusez s'il vous plaît. Je pense que, loin maintenant des résultats, le sujet est assez chaud, alléchant. Donc, combien important de voir cette une discussion, mais j'aimerais bien qu'elle soit fructueuse, qu'on puisse aller de l'avant. Je crois que nous sommes des scientifiques, nous devons accepter les critiques surtout. Un bon scientifique serait savant une fois il accepte les critiques. Il écoute. Et puis après, il filtre et il continue. Donc, je reviens pour un peu ce fameux échantillonnage. D'ailleurs, Mohamed Boksel, je travaille dans le couple valorisation-amélioration génétique à l'échelle de l'INRA Centre de Rabat. Donc, pour éviter ces discussions et tout ça, nous avons essayé depuis quelques années de coupler l'amélioration génétique à la valorisation pour qu'on puisse éviter un peu les faux départs. Donc, l'objectif, c'est d'aller sélectionner quoi? Pourquoi, comme a dit monsieur là, c'est-à-dire je sélectionne cette arbre, organier ou autre. Pourquoi? Il faut de l'économie, il faut le développement, il faut créer le job pour ces jeunes. Parce que si on continue comme ça dans le volatile, c'est-à-dire on touche, on porte préjudice à ce que nous voulons, l'objectif du pays. Donc je reviens à l'échantillonnage. Moi je dis,
C'est très important cet échantillonnage. Ces arbres que vous avez choisis, qu'est-ce qu'ils représentent par rapport au nombre des arbres de l'art gagné au Maroc? Excusez si je fais une erreur. C'est-à-dire, si je prends 10 arbres, ça doit faire partie d'une cinquantaine pour que je sois représentatif. Donc, un échantillonnage, l'échantillonnage, c'est une science. Je ne vais pas donner de leçons, mais il faut faire un bon démarrage. Mais ceci dit, ça n'empêche la qualité de pratique. Donc, moi je dis, qu'est-ce que représente ce nombre d'arbres? Pourquoi ce nombre et pourquoi pas 4000? Et merci beaucoup. Merci. La société témoigne d'une chose, c'est qu'on n'arrive pas à croiser nos objectifs. Parce que c'est banal, le généticien a ses objectifs et l'améliorateur a ses objectifs et ses soucis. Et ça dépend des objectifs, ça a été souligné par ces Moustapha. Tout le monde a raison. L'objectif de ce travail, c'est la diversité, c'est la structuration. Et la démarche a été dans ce sens. La sélection, l'amélioration, c'est autre chose. L'entrée, la démarche, c'est autre chose. On ne procède pas de cette façon. Donc on ne peut pas faire la sélection assistée par les marqueurs, etc. Il faut faire, ce qu'on appelle, bon, on ne va pas inventer la roue, c'est la détection du QTL, la cartographie, etc. On ne peut pas lier des marqueurs à des caractères. Donc l'améliorateur, pour lui, c'est le produit, mais le généticien, il répond à une question scientifique, c'est la structuration. C'est de la forêt, un individu peut représenter Kulchi, ou la 12, ou la 14, ou la 16 pour faire une correction et simplifier pour l'améliorateur. Que si vous voulez, les individus qui représentent au maximum cette forêt. Donc je crois que la question ici, c'est pas la sélection, c'est pas l'amélioration. On veut répondre à une question scientifique fondamentale, la diversité génétique d'une forêt. Voilà, je vous remercie. Merci. Merci, mon frère. Je donnerai la dernière. Non, سي زايدين اسمح لنا الله يخليك. انا شخصيا كنهضر بالدارجه المغربيه. لا الله يخليك. لا je comprends très bien les soucis de mes collègues. Je comprends très bien les soucis de mes collègues et je suis tout à fait d'accord. ولكن لكل مقام مقال. Lorsqu'on parle des marqueurs moléculaires, les marqueurs moléculaires, les caractères d'intérêt. Les marqueurs moléculaires, c'est un échantillonnage à l'aveuglette, au hasard, dans le génome. Et vous connaissez des séquences répétées, non répétées, de l'hétérochromatine, de l'euchromatine, qui s'exprime, qui ne s'exprime pas. Les vrais يخدم على ديريكتوم على الكارت دانتيري خصو يخدم على غير الميساج وعلى لي برودوي ويرجع مارشا ريال ترونسفير كاز ريفيرس ويخدم على جين دانتيري حتى خدمه اخرى. لي بغا يدير الكيو تي ال عاوتاني خصو يخدم على الديسوندونس من لي بارون انسي دو سويت. دابا كل حاجه عندها وقتها. ملي كنهضروا على شي حاجه اللي هي la variabilité génétique dans le sens de construction d'initiation d'un programme germoplasme, l'évaluation agromorphométrique et moléculaire, parce que c'est des marqueurs neutres vis-à-vis de l'environnement. Et c'est ça qui leur donne cette force de représenter la diversité. Ça ne va pas changer entre le groupe sanguin A, mais chez vous, ما ينفعش الجبل يولي groupe sanguin B أو لا O. ولكن تكون فيغورو الجفاف غيموت كل شيء. أو لا يبقى etc. Donc c'est des choses qualitatives, quantitatives, ça n'a rien à voir. Et merci. Merci. J'ai promis à Sidi Ismaïl avant vous. D'accord. Sidi Ismaïl, et vous avez même droit à 3 mots. S'il vous plaît, je constate qu'on est en train de discuter des choses pour lesquelles tout le monde est d'accord. Premièrement, c'est un débat, je crois, à mon sens, très fructueux, très bien, pour clarifier les choses. Et surtout, il faut essayer d'avancer et de faire sortir. Il y a des rapporteurs qui doivent faire leur rapport et d'essayer de faire sortir les idées qui sortent de l'ensemble ici présent dans la salle. Et ce que je voudrais dire, c'est que la science n'est jamais cloisonnée. D'abord, on est en train de discuter comme si la science est cloisonnée. Il le fait
il ne peut pas déborder sur autre chose. Non. Ce qu'on demande ici, c'est d'essayer de trouver des mécanismes qui permettraient aussi bien, je l'ai dit tout à l'heure, d'enrichir les connaissances scientifiques par rapport à la diversité génétique qui est très importante dans l'organerie, et en même temps, essayer de trouver un moyen pour essayer d'inclure ce genre de travaux qui sont très intéressants, qui sont rapides, qui permettraient d'apporter un plus à un travail de l'améliorateur pour pouvoir répondre aux attentes de la profession, des agriculteurs, que ce congrès, ce troisième congrès, il est fait pour ça, entre autres. Et donc, est-ce qu'il y a moyen, la question que je pose, est-ce qu'il y a moyen de dresser un protocole ou un moyen qui permettrait de combiner les méthodes de travail exposées aujourd'hui et aussi la méthodologie et l'objectif suivi par les améliorateurs génétiques. Et merci. Ça renseigne sur le début du décloisonnement de la recherche à l'échelle nationale. Juste un mot à propos de la diversité. Je pense, moi je suis généticienne et amélioratrice en même temps, mais on est complémentaires. Il n'y a pas l'un sur l'autre. Et juste le mot que je voulais dire, c'est que la base du travail d'un sélectionneur, un améliorateur, c'est la diversité. Sans diversité, il ne peut pas travailler l'améliorateur. Donc c'est complémentaire. Juste cette clarification parce que les objectifs ne sont pas contradictoires. Et merci. Je vous donne rendez-vous au printemps, Inch'Allah, pour discuter de ce volet particulier de biotechnologie, de l'organier, des demandes, donc de l'améliorateur, de généticien, de l'interaction entre l'universitaire qui veut faire cette structuration, et donc en fait, Yasmina vient de bien le préciser, la conservation, le pôle génétique doit être mis en évidence, la structuration doit être là. Et quand on veut, qu'on va... Non, ne pars pas. Ne pars pas. On essaye. Donc, vous ne voyez pas l'interaction entre votre demande et ce qu'on est en train de faire. Mais un jour, quand il va y avoir un caractère particulier à chercher. Donc c'est au niveau de l'accord collection qu'il faut aller la chercher parce qu'elle représente donc en fait le pôle, le germoplasme total de l'organerie nationale et qui sera conservé ainsi de suite. Donc ce sera le refuge pour chercher des caractères génétiques bien déterminés. Nous avons, je l'ai dit hier. Et tout ce qu'on fait contre la nature finit toujours par se retourner contre nous. On prendrait juste un exemple sur le maïs. Il a été complètement détérioré. D'ailleurs, on essaie de travailler, même en Algérie, on essaie de travailler pour retrouver des souches de base. Et c'est vraiment pas évident. Mais voilà, l'organie est une espèce remarquable. Alors, essayer de détecter ou d'extraire des gènes, en faire une banque de gènes, oui, parce que ça aiderait à faire durer l'espèce dans le temps et la préserver. Mais après, pour avoir les gènes, essayer de modifier, améliorer le rendement et tout, c'est vrai, l'économie d'un pays, on est dans un monde il est sans pitié. L'économie, c'est bien beau, mais il faut aussi penser à ces espèces et à tout ce qu'elles peuvent apporter. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci. Merci pour alors, concernant l'organier, on parle d'amélioration génétique, mais je vous rassure, nous ne sommes pas au niveau de l'amélioration génétique. Ce que veut dire mes collègues, c'est la sélection. La sélection pour le meilleur rendement, pour la meilleure production. Et là, vous êtes rassurés, il n'y a pas de menace. Donc, en fin de compte, et l'amélioration, c'est plus tard. Zéla Abidine, vous ne voulez pas intervenir? Bon, je ne peux pas dire moléculaire pour ce qui concerne les arbres forestiers. Et juste pour dire que le travail de la génétique moléculaire, de la diversité, l'estimation de la diversité génétique, c'est à 99% pour définir la stratégie de conservation. Est-ce qu'on doit conserver in situ, etc. Tout ce qui est amélioration, en principe, c'est
la génétique classique, c'est les essais de provenance, les essais de descendance, des vergers à crème, etc. On ne peut pas remplacer la génétique classique ou la méthode classique par la biologie moléculaire. La biologie moléculaire nous donne des éclaircissements sur certaines phases. Mais ce qu'on demande, quand on veut étudier la diversité génétique d'une population, c'est essentiellement pour tracer la stratégie de conservation. Donc, que ça soit clair, il faut qu'il y ait bien sûr des passerelles entre l'améliorateur et le généticien moléculaire, mais quand on cherche à estimer la diversité génétique, c'est surtout pour la conservation, c'est surtout pour estimer la population représentative de telle ou telle espèce. Merci. Alors, mesdames, j'aimerais bien que vous interveniez pour quelques questions. Il y a eu beaucoup de débats, beaucoup plus que de questions vers vous, mais à défaut de questions directes, donc en fait, est-ce que vous avez 2-3 minutes pour votre sentiment dans ce que... On sait bien comment ça a été passé et ça nous a fait de bons souvenirs pour du terrain. Donc je reviens vers monsieur, il est parti? Non. Voilà. Donc je voulais juste dire que je suis d'accord avec lui. En fait, c'était le but de ce travail, c'est de voir, enfin je l'ai signalé dans l'introduction, c'est qu'en quoi le but de l'étude de la diversité, c'est pour conserver. Donc le résultat qu'on a trouvé, il est intéressant parce que dans le cadre que la population normale s'est avérée prometteuse, et donc pour les gens qui veulent travailler par la suite, donc peuvent travailler sur cette population, et donc elle doit avoir la priorité. Donc pour la deuxième question de Madame Beloul, Madame Professeur Mdraoui a répondu, c'est que l'échantillonnage sur lequel nous avons travaillé, il est élargi, ça rentre dans le cadre du même projet que Madame Mourdeb et Yatrib a présenté hier, donc l'échantillonnage est le même. Mais la région sur laquelle nous avons travaillé, c'est surtout la région de Souera, donc elle est géographiquement plus ou moins restreinte par rapport aux autres, donc c'est normal qu'on va trouver un budget assez élevé par rapport aux autres études. En plus que les marqueurs AFP sont très polluants. Voilà, merci. Assez sur ce travail. Concernant l'intervention de M. Mourtari, l'objectif de ce travail, c'est la préservation et la conservation de la diversité génétique. C'est un travail de base pour répertorier l'arganerie marocaine. Pourquoi pas, il peut être sujet d'autres travaux qui va répondre à votre objectif, qui est la sélection et l'amélioration de la qualité ou le rendement de Concernant l'intervention de Madame sur le test de Mantel, nous avons une corrélation positive entre la distance géographique et la distance génétique. Je pense que c'est logique parce qu'on a travaillé par un échantillonnage de 440 arbres avec des marqueurs. Et on a travaillé sur des provenances du sud-ouest du Maroc, donc dans un environnement presque proche. Merci. Donc merci. Merci de votre investissement que vos encadrants apprécient énormément. Donc on va passer la parole à Zahidi pour l'écouter. Moi de présenter un travail, une partie du travail qui entre dans le cadre de la cartographie de la diversité génétique à base des caractères morphologiques et non pas moléculaires. Bon, cette partie-là, il s'intitule Variabilité saisonnière de la phénologie de la floraison dans 3 populations naturelles d'organismes. Je suis le plan suivant, l'introduction, matériel et méthode, résultats, discussion et conclusion et rétrospective. Bon, la période et la durée de floraison sont tributaires de l'espèce. Cette période elle est contrôlée par des facteurs intrinsèques de la plante. La période optimale pour la floraison elle est définie comme étant la période d'équilibre entre les facteurs intrinsèques et les facteurs extrinsèques, à savoir la disponibilité des pollinisateurs, leur activité et les conditions climatiques et autres. Alors,
m'excuse. Bon, je répète que la période optimale pour la floraison, elle est définie comme étant la période d'équilibre entre ces facteurs intrinsèques de la plante et les facteurs extrinsèques, à savoir la disponibilité des pollinisateurs, leur activité et les conditions climatiques. La fructification, elle est très étroitement liée à la production en fleurs. Le succès de la pollinisation, il dépend de l'équilibre entre la succession des périodes de floraison et l'activité saisonnière des pollinisateurs. La floraison précoce ainsi que la floraison durant la fin de saison, sont défavorables pour la réussite de la pollinisation. Chez l'arganier, donc on a constaté l'existence d'arbres précoces qui commencent à fleurir en octobre et en décembre. C'est le travail de M. Fioredos ici. Les arbres tardifs débutent leur floraison en février-mars. Les intermédiaires fleurissent le long de la période humide de l'année. Le cycle de floraison et de fructification s'étale sur une période entre 9 et 16 mois. La fluctuation des périodes de la floraison et de la fructification et la variation du nombre d'arbres florifères ainsi que fructifères sont encore méconnus. Notre objectif, c'était d'explorer si les changements saisonniers de température, de précipitation, ainsi que l'origine géographique affectent la phénologie de la floraison et la durée de fructification. Dans un deuxième point, nous essayons d'identifier l'existence d'éventuels génotypes favorables pour l'installation de vergers productifs. Concernant la partie matérielle et méthode, on a sélectionné, on a choisi au hasard, de façon aléatoire, 30 arbres par population, Eitmelod, Argena et Eitbaha. Ces arbres ont été étiquetés avant le début de la floraison. On a effectué des visites tous les 20 jours entre septembre et août au cours de 3 années consécutives. Et on note la présence ou l'absence des fleurs au niveau de l'arbre à différents stades, soit bouton floral, ou bien bouton floral avec style apparent, ou bien fleurs épanouies. Et on note la présence ou l'absence des fruits jeunes, ou bien des fruits qui sont en cours de maturation. Bon, concernant l'évolution des précipitations au cours des 3 années, donc on a constaté que les précipitations pendant les 3 années étaient rares et variables. Elles ont lieu pendant la période froide, alors que l'été, elle est sec. La première année qui est en bleu ici, c'est une année qui était très sèche et chaude. Et la deuxième et la troisième étaient très humides, mais la répartition des pluies, il diffère selon les saisons. La durée de floraison, qu'on a définie par arbre, étant le nombre de jours où les fleurs sont présentes sur la plante, à chaque saison et à chaque année. La durée de fructification a été définie comme étant le nombre de jours où les fruits sont présents sur la plante à chaque saison et à chaque année. Et on donne le chiffre 1 pour la présence de fleurs ou bien de fruits, alors que le chiffre 0, c'est pour absence de fleurs ou bien de fruits. Et on a déduit le nombre d'arbres portant les fleurs et les fruits par saison et par année et par site. Bon, passons par des analyses statistiques. Pour les résultats et discussions, donc on a constaté que la localité il a influencé significativement la durée de floraison ainsi que celle de la fructification. Le génotype de l'arbre, il intervient aussi. L'interaction entre le génotype et l'environnement, il intervient également entre l'arbre, la localité et l'année. Elle est très hautement significative pour les deux caractères observés. Je commence par la variabilité des durées de floraison et de fructification selon l'année et l'origine géographique. Bon, pour ce qui est période de floraison, donc on constate ici que la station d'Argena, il présente une durée de floraison qui est assez courte de 58 jours seulement, alors que Eitmelod et Eitbaha, ils présentent à peu près plus de 80 jours pour la floraison. Bon, on a
estimé, ou bien on a expliqué la durée très brève dans la région d'Argana, peut-être à cause du froid hivernal qui est très prépondérant dans cette région-là. Dans les 3 sites, pendant l'année sèche et chaude, faisant suite à une campagne très sèche, c'est la première année, l'année précédente était aussi sèche et chaude, on constate que la durée de floraison elle est très réduite à 37 jours. Alors que la 3e année, qui fait suite à une année très humide, la période de floraison elle était très étalée, à peu près 110 jours. Et ceci, c'est en faveur de ce qui va suivre, c'est l'activité des pollinisateurs et autres. Donc on constate que la rareté en ressources hydriques, il réduit la durée de la floraison. Pour la durée, ou bien les périodes de fructification, toujours la station Etbaha, celle qui est une station très aride, on constate que la durée de fructification ne dépasse pas les 150 jours. Alors que dans les 2 autres stations, aussi bien Kargana et Etmule, la durée dépasse les 220 jours, 208 jours et 240 jours respectivement. En année sèche, selon les années, on constate que la première année, la durée de fructification, elle était limitée à 146 jours. Pendant la 3e année qui était très humide, qui fait suite à une année, humide qui fait suite à une année très humide, on constate qu'il y a à peu près 300 jours de présence de fruits sur l'arbre. La 2e année, qui est celle au milieu, malgré que c'était une année très humide, mais elle fait suite à une année qui est chaude et sèche, la durée de fructification, elle ne dépasse pas les 160 jours. Ceci est en relation avec, ceci va favoriser soit la réussite de la pollinisation, et si je m'intéresse surtout, on va s'intéresser à l'activité des pollinisateurs, et bien sûr la formation des fruits, et par conséquent, tout ce qui est rendement en amande et en huile d'arbre. Maintenant, on passe à un autre aspect, c'est l'effet du génotype de la saison et de l'interaction entre le génotype et l'environnement. Je commence ici par le pourcentage des arbres ayant fleuri, en fonction de l'origine, en fonction de l'année. À peu près 81% des arbres à Ismaël, 70% à Ariana et 69% seulement à Itbaha ont fleuri pendant les 3 années. Bon, en année sèche, toujours c'est la première année en bleu, 47% seulement des arbres ont porté des fleurs. Itbaha, site qui est plus aride, il était très affecté. Seulement 4 individus qui ont fleuri pendant cette année qui est une année sèche. Alors qu'en année humide, 2e et 3e année, donc on a plus d'arbres qui portent des fleurs. Bon, je m'attarde ici. Bon, l'intensité de floraison, elle est très variable. Donc on a généralement un pic qui est aux alentours de la période entre l'hiver et le printemps. Mais lorsque l'année elle est très sèche, on constate que à ce niveau-là, dans la région d'Etbaha, il y a un déplacement des pics. Ça veut dire seulement les quelques arbres qui ont porté des fleurs, ils ont porté des fleurs pendant la période qui est une période sèche. C'est entre le mois d'avril et même au mois d'août. Et ça, on l'a expliqué que c'est une stratégie pour minimiser l'échec de la reproduction chez l'organisme. Donc pendant les 3 années, la durée de floraison maximale atteint les 320 jours chez certains génotypes d'Ismaël, soit 20 jours en plus que dans la région d'Itbaha et plus de 60 jours de plus observés à Argana. La durée de floraison minimale par arbre était entre 60 jours à Itbaha. 2 arbres à Argana n'ont pas porté de fleurs pour une période de 20 jours, ou bien pour une durée de 20 jours seulement. Bon, la chute des fleurs, elle débute en fin mars
début avril, il devient plus intense à partir du mois de mai jusqu'au début d'été où presque tous les arbres perdent les fleurs. Le déficit hydrique, constaté pendant la première année, se manifeste par un retard de la floraison qui n'a lieu qu'au mois de janvier. Le maximum de floraison n'est atteint qu'en avril. Donc, en cas de stress hydrique, certains génotypes, voilà, j'ai donné quelques chiffres ici, 27 seulement à Ismaïloul, 26% d'Ismaïloul, 50% à Argana et 67% à peu près des arbres Ismaïloul ont porté des fleurs. Aïtbaha, qui est un site, pour nous un site très aride, étant plus affecté et constituera un milieu pour la sélection des génotypes tolérant le manque en eau. Pour ce qui est la fructification, pendant les 3 années, plus de 90% des Ismaïloul et de Argana et seulement 75% des arbres ont fructifié. 90%, plus de 90% des arbres en année humide, 77% en année sèche ont fructifié. Bon, je m'arrête à ce niveau-là. Pour la première année, je répète, cette première année qui est en bleu, il suit une année qui est très humide. On constate que la reprise des fruits qui sont issus de la floraison précédente, la reprise, elle était très en retard. Il n'a commencé que le mois de janvier, parce qu'il n'y avait pas assez d'eau. Si on la compare avec la deuxième année ici, avec la troisième année, où la précipitation était très abondante l'année passée, on constate que la plupart des arbres, la plupart des fruits présents sur l'arbre ont repris pendant le mois de septembre. Bon, on constate toujours, et là je réponds à quelques questions d'hier. Donc il y a toujours des génotypes dans les 3 stations qui ont des capacités de produire des fleurs, des fruits, même pendant l'année sèche. Et ces arbres-là peuvent conserver aussi bien les fruits formés pendant une période assez longue, soit 214 jours en année sèche et plus de 320 jours en année humide. Ces périodes additionnelles de persistance des fruits sur les arbres peuvent être en faveur de la maturation des fruits et probablement leur richesse en huile. Ces arbres figurent parmi ceux qui sont capables de produire plus de 4 fruits par rameau. Et ils ont un rendement en fruits qui peut aller jusqu'à 86 kg en année de bonne productivité, avec 5,5 kg d'amandes. Et ça, ces génotypes-là, ils peuvent être un matériel de base pour la production de fruits et par conséquent la production en huile, et ça pour les améliorateurs génétiques. Pour conclure, chez les 3 populations étudiées, l'irrégularité des précipitations et températures génèrent une hétérogénéité de la floraison et de la fructification. Le déficit hydrique se manifeste par une nette réduction du nombre d'arbres porteurs de fleurs et de fruits. La variabilité interpopulation est très marquée que celle qui se trouve au sein de la population. Certains génotypes ont une capacité de tolérer des conditions de stress, notamment dans la région de Aïtbaha. L'irrégularité de la fructification chez l'arganier, c'est un problème majeur. Mais pour garantir une bonne production fruitière, le choix des individus peut être, ayant le cycle de floraison fructification ne dépassant pas les 10 mois, et en plus l'adoption des techniques culturelles peut assurer un bon rendement fruitier. Mais ceci, il faut contrôler la pollinisation. Donc, le contrôle de la pollinisation semble une nécessité afin d'augmenter l'échange d'informations génétiques, afin de combiner les caractères désirés chez l'arganier. Bon, toujours pour répondre à certaines questions, vous pouvez consulter surtout le premier
Concernant l'héritabilité, c'était la question d'hier. L'héritabilité pour tous les caractères de la flore, de la croissance, de la ramification, de la foliation. Ici, c'est pour la ramification fructifère. Ça, c'est pour le rendement en huile et en fruits. Ici, c'est l'exposé d'aujourd'hui. Et il y a notre travail sur la durée de l'épanouissement de la fleur et la longévité de la fleur. Et je termine et je vous remercie. À la salle, on va prendre la liste. Votre avis, c'est là. Rappelez-moi votre nom. Pascal Dupuis. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui demandent la parole, qui voudraient intervenir? Nous avons 3 personnes pour l'instant. Ok, bon, on démarre avec cette question. Donc, c'est clair. Merci, Monsieur le Président. Je tiens à vous féliciter pour votre exposé. Et j'ai une question qui m'a paru au départ, je ne voulais pas la poser, mais je vais la poser. C'est quand vous avez étudié en année sèche la première année, vous avez trouvé les arbres de Eidbara qui donnaient le meilleur rendement et qui donnaient la meilleure fructification. C'est eux qui ont résisté à la sécheresse plus que les autres. Mais quand l'année, la troisième année, quand l'année devient sèche, il devient humide, c'est eux qui présentent le rendement ou le pourcentage de fructification le plus faible. Donc, quand on choisit un arbre parce qu'il est résistant à la sécheresse, quand on le met dans des conditions d'humidité favorables, il devient le moins performant par rapport aux autres. Comment faire pour sortir de ce dilemme? Parce que le problème, il s'est posé à nous une fois. Quand on allait à la forêt pour faire du bouturage, pendant les années sèches, on trouvait des arbres qui étaient les meilleurs. On les choisissait, on avait choisi des boutures, etc. Mais quand on revenait l'année humide, on trouvait que ces arbres, c'était les arbres les moins performants que les années précédentes. Donc comment jongler avec ce dilemme? Peut-être il faut suivre ces arbres. Peut-être pour... Est-ce que je peux répondre ou bien? Yes. De me redonner la parole, puisque je suis un ancien branché sur l'organier, donc une vieille branche, si vous voulez, de l'organier. Maintenant, pour être un peu plus objectif, d'autres questions me viennent à l'esprit après ces travaux très intéressants qui ont été entrepris grâce à Ferradous il y a déjà pas mal d'années, notamment sur la variabilité interindividuelle dans les stations. Concernant quel caractère? Concernant l'âge et l'entretien que chacun de ces individus ont supporté. C'est-à-dire, sont-ils issus de futaies, de CP qui ont subi des agressions, qui n'en ont pas subi? Pourquoi je me penche sur cette idée? Parce qu'évidemment, dans le type d'amélioration, avec l'objectif de faire des tailles pour entretenir l'arbre, y aura-t-il des mauvaises ou bonnes surprises avec ces situations qu'on va entretenir? Bien sûr, on va fortement augmenter le nombre de rameaux fructifères, mais en fonction des conditions climatiques et en fonction de l'âge de l'arbre, comment va-t-il réagir dans sa production fruitière? Évidemment, pour produire de l'huile. Ça, c'est une des premières questions à cheval entre la méthodologie et, on va dire, les objectifs d'amélioration. J'ai une remarque qui va être d'ordre plus paléobotanique, si vous voulez, puisque j'ai enseigné ici cette discipline. On envisage vraiment une origine tropicale de cette espèce, et notamment
en raison de son éloignement des autres représentants de la famille des sapotacées, qui sont toutes et tous encore tropicaux. L'arganier, semble-t-il, viendrait d'une famille ayant pris naissance au tertiaire, ce qui fait quand même déjà pas mal de millions d'années, ce qui fait que celle-ci, avec la régression de l'ère du milieu tropical dans les périodes froides qui ont suivi le tertiaire, nous nous retrouvons avec une naissance qui s'isole de son pôle familial. Mais semble-t-il qu'il conserve une grande faculté d'adaptabilité, surtout dans les périodes humides, pour, on va dire, les représentants qui ont gardé cette caractéristique tropicale. Mais semble-t-il, certains ne l'ont pas gardé, puisque celle-là l'a fait savoir très clairement qu'il y avait une contradiction entre la productivité des arbres qui se sont adaptés à la sécheresse. Donc, il y a énormément de problèmes, je ne vais pas dire théoriques, mais on va dire paléogéographiques et paléobotaniques, qu'il faut continuer à creuser. Enfin, c'est pas une recommandation, mais disons que j'aimerais bien continuer sur cette voie. Je vous remercie. Donc, mes deux interventions sur la paléobotanique et sur l'aspect forestier, bon, mal contrôlé, puisque souvent c'est de la taille sauvage qu'ont subi ces arbres. Je vous remercie, monsieur. Merci. Mon bras, c'est Ferrados. Non, en fait, votre bras, c'est Ferrados, mais on voudrait voir votre plume et votre main. Donc, en fait, alors, si vous avez, si vous me produisez un papier là-dessus, ça éclaircirait beaucoup de choses et ça ouvre des pistes. Donc, en fait de compte, en paléogéographie et paléobotanique, et c'est vraiment très intéressant. Donc, en fait, de mener une réflexion là-dessus, qui peut avoir des liens avec expliquer un certain nombre de choses. Merci beaucoup. Sont intéressants et aussi ils montrent combien l'arganier est énigmatique et aussi capricieux. Des variations au point de vue floraison, au point de vue fructification posent parfois des problèmes aussi bien à l'améliorateur génétique qu'aux généticiens et aussi aux développeurs. Mais je voudrais dire un complément d'information, ce n'est pas une question. L'arganier, il est étonnant enfin, il paraît étonnant de rapporter 200 ou 350 jours de floraison sur un arbre, c'est presque l'année. Mais il ne s'agit pas d'une fleur qui va rester 300 jours sur l'arbre. Quand on raisonne, si on descend à un raisonnement un peu plus en bas, basique, la fleur est là, durée de vie, maximum 10 jours, maximum 3 semaines. S'il n'est pas pollinisé, fécondé, il va chuter. Mais ce qui se produit chez l'arganier, ce sont des floraisons remontantes. Vous avez des vagues de floraison, il fructifie, il fleurit, pardon, beaucoup sur des rameaux jeunes aussi de l'année. Donc tant que l'arganier produit des pousses jeunes, il va y avoir des fleurs. Et si l'année, comme il vient de le montrer, est pluvieuse, il va y avoir des pousses et par conséquent des fleurs toute l'année. Donc ça confirme ce qu'il vient de dire. Mais ceci pose parfois un petit problème au point de vue pratique. Il vient de conclure que ces arbres peuvent être utilisés comme spécimens intéressants pour la constitution de vergers. C'est vrai, parce que vu leur production, mais le problème posé, c'est cet échelonnement durant un temps très important de floraison et de fructification pose des problèmes dans l'entretien de cet arbre et des arbres qui vont être reproduits à partir de cet arbre sélectionné. Mais, comme j'ai dit, je rejoins l'intervention de M. Pascal, l'entretien de l'arbre pourrait moduler ce comportement
pour pouvoir ramener l'arbre à un comportement beaucoup plus restreint au point de vue floraison et fructification. Et la modeste expérience que j'ai sur ça, c'est que, comme j'ai montré hier, notre parcelle plantée au complexe horticole d'Aït-Melloul, on essayait de grouper la floraison en une période très restreinte et par conséquent la production de fruits également en une période très restreinte, et ça laisse la possibilité de faire intervenir par des pratiques qui vont être raisonnées de manière optimale en fonction des stades phénologiques. Donc, je crois que c'est clair là-dessus. Et justement, l'intérêt de la sélection, comme il vient de le montrer, qui aboutit à une conclusion pratique, si vous voulez, il serait intéressant de l'exploiter en pratique. Et ça, encore je répète, je ne souffle pas pour réduire l'importance des autres travaux. Tous les travaux sont intéressants, mais il faut aussi voir le côté pratique. Merci. Pour la chute des fleurs, qu'est-ce qu'il a été pris en considération, surtout dans la région d'Algana? On sait que vous avez rapporté que 58 jours dans la région d'Algana. Donc, est-ce que la chute a été prise en considération ou pas? Merci. Qui a demandé la parole? Merci, M. le Président, d'avoir initié cette ligne de réflexion sur la Gagné. Je la salue. Je ne sais pas s'il est là ou pas, mais je crois qu'on a perdu le circuit, mais je crois que c'est un petit moment que je voudrais rappeler le travail qu'il a fait et les efforts qu'il a fait dans ce sens. Je trouve que ce que Cicero est en train de faire, il est très 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 important. Pardon, en tout cas, c'est que pour moi, c'est les deux noms de deux personnes qui travaillent sur la même problématique. Alors, je voudrais attirer l'attention de l'assistance sur la nécessité de repositionner ce genre de travaux sur une thématique d'actualité qui est le changement climatique. Je crois que nous avons un trésor en termes d'adaptation au changement climatique quand on parle de l'arganier. En 2012, entre le 7 et le 12 et le 10, entre le 12 et le 17 mai, nous avions dans cette région une vague de chaleur qui a fait chuter 90% de la floraison des agrumes. En écoutant la présentation, je me pose la question, qu'en est-il de l'arganier? Parce que dans la stratégie de l'Anzoa maintenant, on est en train de prendre l'arganier comme un produit de terroir, mais également l'arganier comme une espèce susceptible d'être, utilisée pour lutter contre le changement climatique, sur le long terme. D'autant plus qu'on a le recul, pas d'une dizaine, de 100 ans d'années, nous avons le recul de plusieurs années. Troisième information, le CRTS, le Centre Royal de Détection Spatiale, vient de finir une étude dans la région de Sassaf pour le mappage satellitaire de toute la zone. Et je suis sûr que vous serez extrêmement surpris de voir comment l'arganier se traduit par quelle est la signature satellitaire de l'arganier. C'est une deuxième invitation aux collègues qui travaillent sur ces questions-là de se rapprocher du Centre Royal de Détection Spatiale. J'ai eu l'occasion de voir les signatures satellitaires de l'arganier dans les zones, et c'est incroyable l'impact de la phénologie en fonction des années. Je crois que l'image satellitaire est un outil maintenant qui est devenu très important pour pouvoir, parce que maintenant on parle de 30 arbres, 40 arbres, etc., c'est très bien. Ça a développé dans le monde. Voilà, si on veut faire des études maintenant sur une échelle un peu plus grande, on a l'outil satellitaire qui est très important. Troisième remarque, et je vais terminer là-dessus, concernant les rendements.
Je crois qu'il faut qu'on réfléchisse. D'abord, quand vous présentez le chiffre de 86 kg par arbre, alors il est un peu 86 kg, quelle est la biomasse de cet arbre, quel est son âge, etc. Parce qu'on a des gens ici qui cherchent à reprendre des chiffres à 96 ans. Il parlait de un rendement très faible. Il va falloir qu'entre forestiers et agronomes, moi je recommande qu'on fasse une petite réunion pour recalibrer l'estimation de le rendement, pour que les agronomes puissent s'inspirer de façon correcte et intelligente des données. Parce qu'on ne peut pas reprendre 86 kg par arbre, parce que c'est des contextes particuliers. Je vous remercie. C'est tout ça, donc en fait, je vous dis que tu connais sans doute, et d'autres personnes, on aurait aimé qu'ils soient présents donc, avec nous, et qui ont des relations avec le Centre royal de télédétection. Et certainement dans une autre session parallèle, donc en fait qui n'est pas la nôtre, on aurait été très intéressé par savoir ce qui se fait par ailleurs. Et donc il y a des travaux intéressants au niveau national de ce côté-là. Ta recommandation de les rapprocher et de les voir dans un contexte de changement climatique est très pertinent et très intéressant. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a c'est Ali. Merci. Merci Zahidi pour son travail, la qualité de sa présentation, très très didactique. Ma question, elle est d'autres pratiques, comme vient de souligner c'est Ismaël. Vous avez remarqué qu'il y a cette variabilité de fructification entre les sites, entre les arbres, etc. Sur le plan pratique, est-ce qu'il est possible, par exemple, d'élaborer, je dirais, soit un modèle, soit pour prédire un petit peu la fructification et avoir une facilité pratique, notamment pour les forestiers, pour la récolte des semences et l'approvisionnement des pépinières en termes de semences. Merci. Notre collègue de ce travail, qui est très important du point de vue pratique. Donc, je vais essayer un peu de faire un complément par rapport à ce qu'a dit Ismaël sur ce phénomène de floraison. Donc, quand est-ce qu'il y a, est-ce qu'on a étudié un peu les conditions qui influencent l'induction florale? Cette fleur qui s'ouvre à un certain moment, elle a été induite à un moment avant. Et donc, quelles sont les conditions parce que si on commence à connaître un peu les conditions qui induisent la floraison, donc on va peut-être aller vers le groupement de la floraison. Et est-ce que vous avez un peu étudié, est-ce que vous avez un peu suivi la croissance du tube pollinique à l'intérieur de la fleur? Quelles sont les conditions qui interviennent? Parce que, et la période, à l'instar des autres arbres fruitiers, la période de pollinisation effective. Est-ce qu'on a essayé un peu d'aller vers contrôler un peu ces conditions-là qui interviennent? Et je voulais juste faire un complément d'information. Normalement, le pollinisateur, c'est l'arbre qui fournit le pollen. Et le vecteur de pollinisation, c'est l'abeille ou l'insecte qui fournit. Et merci. Merci, Simon. La question qui a été soulevée sur les rendements, c'est une question entre autres. Et je crois que nous sommes là, à mon avis, c'est pour se concerter sur une méthodologie ou des pratiques pour pouvoir homogénéiser les informations. Par rapport au rendement, nous, qu'est-ce qu'on fait? C'est parce que, comme l'hétérogénéité chez l'organisme est connue, ce qu'on fait, c'est soit un rendement par mètre carré de la frondaison, il y a des méthodes pour ça, ou bien un rendement rapporté à la circonférence de l'arbre, pour tenir compte des spécificités de l'arbre, et non pas par arbre, parce qu'il y a des grands arbres, il y a des petits. Donc là, c'est quand même, par exemple, un critère qu'il faudrait prendre en considération par l'ensemble des chercheurs pour essayer d'homogénéiser les informations. Et merci. Vite, qu'on établisse. Et donc, en fait, un certain nombre de critères donc, à respecter pour que le langage soit bien clair entre nous. Donc, la question se pose pour les rendements, la question se pose pour les pourcentages d'enracinement, pour les pourcentages
de bouturage, de réussite de bouturage, ainsi de suite. Donc, il faut, dans le cadre de l'Argani, qu'on ait les normes à respecter pour qu'on parle le même langage et qu'on uniformisation, normalisation. Donc, en fin de compte, bon, je n'oserais pas dire norme, mais donc en fait, mais qu'on fasse une charte, comment dire, de l'Argani, des procédures et donc d'approche. C'est donc excuse-moi, donc en fait, mais peut-être qu'on peut discuter autour de ça pour voir un petit groupe qui donc c'est Zaïni. Oui, c'est bon, ça y est. Mais une minute. L'exposé, surtout le contenu, mais comme je travaille dans la valorisation, je veux toujours, si vous voulez, intervenir en fin de la chaîne de discussion pour vous rapporter le message des professionnels, des industriels. Donc, l'étalement de la floraison et de la fructification, est-ce qu'elle n'a pas d'effet sur la maturité des graines pour ce qui suit? Parce que nous sélectionnons, oui, pour la conservation, mais pourquoi conserver? C'est la production. C'est la production d'huile et non pas seulement l'huile. Parce que maintenant, le cosmétique aussi. Donc, est-ce que l'étalement, par exemple, le nombre de jours étalé, c'est, si vous voulez, la fourchette qui est un peu classique, est-ce qu'elle n'a pas d'effet sur la qualité des amendements en matière de production d'huile et autres? Merci. Je suis très ravi de revoir mes enseignants, mon enseignant Khani, mon enseignant Ismaël, monsieur. Bon, je suis très ravi de revoir mes enseignants qui sont. Ça date de très loin, je ne les ai pas vus. Monsieur Khani, monsieur Ben Ismaël, monsieur Balah, et même monsieur Moustaq. Bon, je commence par. Et également M. Depuis Pascal. Bon, je l'ai noté ici. Bon, c'est grâce à lui qu'on a commencé l'Arganier. C'était les années 93. Je ne connais même pas l'Arganier. Comment il se présente. C'est grâce à lui, avec les sorties qu'on a effectuées ensemble, que j'ai pu reconnaître l'espèce, et grâce à la discussion et ses efforts, parce que j'avais une licence en biologie animale, je ne connais rien sur le végétal, c'est grâce à lui que j'ai pu connaître pas mal de choses. Je tiens à le remercier une deuxième fois. Bon, je commence par la question de M. Balah. Bon, pour cette question-là, je pense qu'il faut suivre sur plusieurs périodes. Bon, certains arbres, pendant une période de 4 années, 5 années, il y a des arbres qui peuvent donner des fruits pendant les 5 années de suite. Il y a des arbres qui peuvent donner 1 année et 2 années non, et la 3e année, ils peuvent donner des fruits. Bon, il y a tous les cas de figure. 1 année de fructification et 4 années sans fructification. Il y a floraison. Enfin, il y a floraison, mais il n'y a pas de fructification. Ça, c'est un autre point. Est-ce que les pollinisateurs étaient actifs pendant cette période-là ou non? Ça, on se lève pas mal de questions. Bon, peut-être. Ça, c'est pour cela qu'il faut travailler toujours en équipe, parce que un travail de physiologiste, il peut se pencher sur cette question-là et nous donner une explication qui est très satisfaisante pour le pourquoi de la chose. Ce qu'on a fait, nous, on a décrit ce qui existe actuellement dans le terrain. Deuxième question concernant M. Depuis. Y aurait-il une augmentation? Donc peut-être ce que j'ai remarqué environ depuis 1993, les visites de terrain, pour la ramification fructifère, l'Arganier, et là je rejoins les deux interventions de M. Mamouné et de M. Moussaï. La floraison, donc il y a une floraison énorme, mais si on suit
la fructification, on constate qu'un grand nombre de fleurs se perdent. Et il n'y a pas réussite de la pollinisation. Et par conséquent, même s'il y a formation de fruits, parfois on a la chute physiologique des fruits, avant même qu'il y ait maturité. Mais si on essaie d'appliquer des techniques de taille, si on taille les arbres, à ce moment-là, on peut suivre. Mais il y a toujours le problème. Je pose la question. J'ai bien voulu aimer mettre cette question en perspective. Est-ce qu'on n'aurait pas des lots de terrain? Et là, j'appelle mes enseignants, ou bien un conseil de fac, ou un conseil d'université, pour établir des conventions avec les eaux et forêts, le Haut Commissariat des eaux et forêts, de la lutte contre la désertification, pour nous réserver des stations qui peuvent être, on peut les nommer des stations expérimentales universitaires. Comme ça, on peut pratiquer certains de nos expériences et par conséquent suivre le devenir de ces arbres. Parce que dans le terrain, on a installé des étiquettes, on a suivi des arbres, mais le lendemain, un chameau ou bien une chèvre vient manger tout ce qu'on a fait. Et par conséquent, on perd l'information. Malheureusement, on a maintenant le GPS, on peut localiser les arbres, mais on perd de l'information. Cette année-là, on a vécu la même chose, même dans une réserve. On a installé tous les sachets pour la pollinisation et le croisement, pollinisation croisée. Un âne est venu nous manger tout ce qui est, même dans une réserve, dans un terrain qui est privé. Si c'est possible d'avoir une station expérimentale pour l'université, pour les gens de l'INRA et pour les gens de l'Institut agronomique, ça serait bien. Et comme ça, on peut collaborer pour répondre à certaines questions. Et la prochaine édition, peut-être, on n'aura pas assez de questions qu'on s'est posées aujourd'hui. Et merci. J'aimerais bien. Je passe à la. Notre question, je vais aller vite. Pour la question de monsieur, toujours, c'est que l'arganier présente une plasticité. Ça, c'est une chose comme les espèces tropicales. Bon, il y a pas mal de travaux, les généticiens qui ont expliqué ça. Bon, pour la question de monsieur Ben Smaïl, pour le rendement, je termine par le rendement. Il y a, ce qu'on a fait, c'est qu'on a installé des carrés de 1 mètre carré, bon, au sol, un au sud et l'autre au nord, et on essaie de compter quel est le nombre de fruits par mètre carré, et on a établi une droite de régression, on a constaté qu'il existe une corrélation entre le nombre et la productivité au niveau de l'arbre en entier. Et ça, c'est un travail qui a été publié auparavant. Donc, à ce moment-là, donc, peut-être vous avez déjà répondu à la question hier, c'est que vous êtes dans des conditions de culture intense, et nous, on est dans les conditions de la forêt d'Argentine. Pour la durée de floraison, parce qu'il y a plusieurs bouffées de floraison, mais la durée de la fleur, en moyenne, c'est 11 jours. S'il n'est pas pollinisé, il va disparaître. C'est le dernier article là. Le dernier article, il parle de la longévité de la fleur de l'arganier. Pour le type pollinique, bon, le travail de thèse de Madame Belhabil, il donne des informations sur la germination des grains de pollen in vivo, sur le style de la fleur et même la germination, et quel est le nombre de grains de type pollinique qui atteignent l'ovule. Alors ça, vous avez pas mal de détails. Peut-être c'est un écrit que je m'en charge à rédiger pour le publier dans les jours qui viennent. Et la question, monsieur Zil Abidine. Bon, j'aimerais bien, pour la facilité, des pratiques. Bon, il faut chercher peut-être, ça, je rejoins l'idée de monsieur Ben Smaïl, pourquoi ne pas avoir des arbres avec peu d'épines. Et ça, comme ça, peut-être on peut éviter
et faciliter l'accès à la fructification. Et tant que l'arbre, dans son domaine, il est très épineux, donc il faut avoir le courage pour ramasser les fruits d'arganier. Et je termine. Et merci. Merci. Alors, je remercie les 3 orateurs de ce matin, 2 oratrices, Mme Mouaddab et Mme Bahrou, et Cézaïdi pour la qualité des présentations qui ont été faites. Et à travers ça, le débat très fructueux et intéressant. Je remercie l'assistance pour l'animation et les idées qui ont émané de ce débat. Merci à tous et donc à la pause.